Bienvenue sur Together Women Rise, le podcast qui met en lumière les parcours de femmes qui se sont hissées à des postes de direction. Je suis Cécile Meunier, votre hôte, et dans chaque épisode, nos invités partagent les défis qu'elles ont affrontés et surmontés en tant que femmes et leaders. Plutôt qu'une recette universelle de réussite, je vous invite à créer la vôtre, en apprenant des expériences de celles qui ont déjà parcouru ce chemin. Vous entendrez des récits sincères et des conseils concrets pour guider votre carrière et votre vie personnelle. Que vous visiez une promotion, cherchiez de l'inspiration ou ayez simplement besoin de vous rappeler que vous n'êtes pas seul, Together Women Rise est votre espace pour rêver, oser et grandir. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je suis ravie qu'on puisse prendre ce temps ensemble pour parler de ton parcours et de ton expérience de 20 ans dans la communication et le marketing en lien avec l'alimentaire. J'ai envie un peu de dire que tu es un peu l'ambassadrice de l'art de vivre, la bonne bouffe. On passe aussi bien de promouvoir les fruits et légumes bons pour la santé que le fromage et le vin, quoi, hein. À peu près ça. Et donc, si on regarde ta carrière, donc toi, tu es chez Hopscotch. Tu as démarré d'ailleurs chez eux en stage et en alternance pendant tes études. Et puis C'est après vrai. 8 ans, on va dire, ailleurs, à la fois chez Chiquita les Bananas. Et rien à voir, beaucoup moins fun, enfin, peut-être que c'était fun, hein, auprès du ministère de l'Agriculture canadien, tu es revenu chez Hopscotch et là, depuis 3 ans, donc, tu es Managing Director EMEA. Est-ce que j'ai fait le tour Exactement. rapidement? T'as fait le Mais tour. voilà, comme on préfère quand même te découvrir d'une manière beaucoup moins formelle, je te propose l'exercice simple mais révélateur de te présenter à travers 3 symboles. Alors, quels sont tes 3 symboles, Anne-Sophie? Alors mes 3 symboles, alors j'ai fait un petit mix d'objets et puis tu m'avais dit, tu peux choisir une chanson, donc j'ai pioché là-dedans, pardon, aussi. Donc en Alors, termes musical, attention, donc on a Don't Stop Believing de The Journey que tu connais peut-être, qui date des années 80, qui est une chanson, alors le fond est un peu romantique, mais c'est pas le sujet, c'est plutôt le titre qui me ouais. parle. C'est le côté, incorrigible, optimiste et voilà, je pense que ça me caractérise bien. Et en tant qu'objet, ben, j'ai amené 2 objets. Ok, Un appareil photo. Je suis ok. assez fan de photos et je trouve que c'est un très très bon moyen de capturer tous les petits détails, les sujets. C'est un peu notre métier, hein, au quotidien de bien comprendre les consommateurs quand on fait du marketing et de la com. Et voilà, et d'illustrer aussi toute la partie curiosité. Donc voilà, j'en ai plein, des digitaux, des analogues, etc., des argentiques. Donc c'est un bon moyen de s'amuser. Donc, tu es une Et grosse puis le fan deuxième de objet, photographie aussi dans ta vie ouais, perso? exactement, exactement. Mais en fait, en travaillant ce podcast, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des liens avec mon job. Donc merci. J'avais Donc, pas forcément fait le pont jusqu'à présent. parce que donc toi, si on Euh, s'arrête un peu, pour toi, vraiment la photographie, le lien que tu fais, c'est à chaque fois que tu photographies, pour toi, qu'est-ce que tu recherches à travers ça? d'exprimer effectivement ce qu'on peut voir et bien plus que ça, parce que finalement tu vois avec comment dire, une mise en scène, une lentille, un rendu aussi qui peut être très différent d'un appareil photo à l'autre. Et puis aussi de capturer l'insignifiant. Moi j'adore prendre en photo des choses qui peuvent paraître absolument banales, des Ouais. portes, une grande collection de portes par exemple chez Ok. moi, ou des petits détails, voilà, des passants comme ça qui me semblent intéressants au niveau de la mimique, la gestuelle. Et c'est vrai que dans notre métier, en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire vraiment comprendre ce qu'attendent les consommateurs, ce qu'attendent les professionnels, essayer de capturer des détails, d'interpréter des insights. Et finalement, du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait des ponts assez évidents entre la photo et le Ouais. marketing et la communication. D'aller révéler du coup les détails qui auraient pu passer insignifiants et qui en fait peuvent apporter vraiment la substance. C'est comme ça que tu C'est un peu résumerais? ça, mettre en lumière un petit peu effectivement des détails, des insights qui peuvent ensuite changer la donne Ok, sur le super. rendu d'une photo Ouais. ou dans le cadre d'une campagne. Ok, campagne publicitaire, hein. Ouais, qu'on dise bien. Donc, toi, tu es vraiment une spécialiste, c'est 20 ans dans la communication et le marketing pour vraiment faire des campagnes marketing pour effectivement des produits alimentaires, beaucoup en Allemagne, mais on a vu aussi que tu travaillais pour le Canada, donc aussi au Canada. Et alors, ton Voilà. troisième symbole? Alors, mon troisième symbole, forcément, c'est quelque chose qui est en lien avec la food. Et j'ai Ouais, pris le pain.
Parce que ça me parle et que c'est un produit que j'affectionne particulièrement et que j'aime moi-même préparer. Et je trouve que c'est là aussi un parallèle avec la com qui est assez intéressant. C'est le côté temps long, bien maîtriser les matières, faire le bon mix, comprendre l'écosystème. Est-ce qu'on a le bon four? Est-ce qu'on a la bonne eau? Est-ce qu'on a les bons moules, etc., etc. Des fois, ça rate complètement. Ça Ok. marche aussi des fois comme ça dans la com. On ne se le souhaite pas trop souvent. Mais il y a un côté artisan que j'aime beaucoup. Il y a un côté structure que j'aime beaucoup aussi. Et là aussi, tu vois, en y réfléchissant, je trouvais qu'il y avait des parallèles avec la com qui étaient assez naturels. Voilà. Et alors toi, tu es plutôt quoi comme type de pain? C'est quoi ton pain préféré? Alors, j'en ai plein, mais j'aime beaucoup le pain au levain. J'aime beaucoup le pain en pommes de terre aussi, Le qu'on pain aux connaît pommes peut-être de moins en terre? France. Ah non, on Oui, connaît pas du donc tout. j'utilise des pommes de terre. Voilà, donc tu vois, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Puis, enfin, tu l'as évoqué, je travaille chez Chiquita, donc forcément, les pains à la banane, les banana bread, Ah bah oui. ça me parle aussi, même si c'est Ouais, pas le pain traditionnel, ouais. etc. Mais voilà, il y a plein de choses super sympas, il y a plein de choses à expérimenter aussi avec le pain en termes de mix de farine, etc. Et c'est vrai que c'est chouette. Et puis en Ok. Allemagne, il y a une culture pain qui est quand même assez hallucinante. Je crois qu'on a plus de 500 variétés de pain. Donc voilà, c'est un peu le pays du pain. Ah oui, c'est marrant parce qu'on pense tout de suite à la France avec sa baguette, tu vois, quand on parle de pain, puis surtout quand on est français, Oui, qu'on se regarde toujours tout un à peu le fait. nombril, tu vois, donc c'est normal. Mais il y en a d'autres. Mais l'Allemagne, du coup, fait aussi de très bons pains et a de très nombreux pains. Donc voilà, la prochaine fois qu'on va en Oui, Allemagne, on va aller n'hésitez tester pas. tous les différents pains. Ok, super. Et alors, si on revient quand même sur cette chanson, vas-y, rappelle-moi le titre. Donc c'est Don't Stop Believing. Don't C'est Stop l'histoire d'un Believing. garçon et d'une fille qui se rencontrent. Voilà, le fond est pas très important finalement Ouais, parce que c'est très ouais. romantique années 80, mais c'est plus le titre moi qui me parle parce que c'est vrai que je suis un peu une incorrigible optimiste et je Ouais. crois que ces derniers temps, on en a besoin. Et c'est vrai que je me dis toujours, de toute façon, qu'est-ce qui peut se passer dans le meilleur des cas, ça marche. Dans le pire des cas, voilà, ça c'est raté et puis on fera mieux la prochaine fois. Donc voilà, c'est vraiment un trait de caractère qui me ressemble, tout simplement. Et c'est une chanson que j'affectionne parce elle est plutôt dynamique et entraînante. Et voilà, les jours où il pleut comme aujourd'hui, ça fait du bien. Ok, génial. C'est top parce que on voit déjà avec ton, comment on parle de mindset, enfin, état d'esprit en Mhm. français, ce côté à travers cette chanson Don't Stop Believing quand tu dis bon bah au pire je rate hein, et et c'est pas grave, je recommence, hop, ou je fais Voilà, ce sera différemment. mieux la prochaine fois. Voilà, c'est un super état d'esprit qui est pas forcément facile à avoir, qu'on n'a pas forcément été éduqué avec. Et du coup, si j'en arrive à démarrer, si j'aime bien démarrer avec un défi marquant dans ton parcours professionnel, est-ce qu'il y a un moment particulièrement marquant qui a été un tournant pour toi que tu as rencontré dans ta carrière? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à cette question quand tu me l'as posée. Avec le recul, je me dis que un des défis marquants, c'était justement après ma première période chez HubSpot, je suis partie dans le nord de l'Allemagne, donc à Brême, chez un importateur de fruits et légumes qui appartenait à l'époque à Chiquita, Ok. avec la mission finalement de monter sur un poste de trade marketing, donc vraiment product manager en trade marketing, dans un univers qui était très particulier puisque monde des fruits et légumes, donc absolument pas de com. Donc là vraiment on était en terrain vierge puisque dans ce secteur-là et au contraire d'autres catégories comme je sais pas les snacks, les chocolats, etc. Il y a quasiment pas de marque. Tu as parlé Ah de bah Chiquita oui. tout à l'heure, mais voilà, Ouais. elle se compte un peu sur les doigts de la Mm, main, sinon c'est plutôt des marques de distributeurs. Et mm, encore, c'était au début des années 2000, ouais, mm. 2006, donc à l'époque, il n'y en avait pas autant. Donc voilà, moi j'ai accepté ce poste, je devais avoir 25 ans tout mouillé. Je suis partie hyper optimiste en disant voilà, super, trade marketing, création de poste. Et je suis arrivée en fait dans un univers alors très professionnel, mais un univers donc absolument pas aguerri à la com ni au marketing. Ouais. À la limite, c'était un peu un gros mot. 5 ans, une femme Ouais. française. En Donc, Allemagne, le voilà, à combo Brême. génial dans ton entreprise.
très, très traditionnel où tout le monde se voyait en costume, très masculine, parce qu'on était vraiment sur une population, voilà, des key account managers, des acheteurs qui étaient un peu comme des traders, puisqu'ils achetaient des fruits et légumes d'Amérique du Sud pour les vendre en Allemagne, etc. Et d'arriver avec toute ma créativité, ma bonne humeur, etc., en voulant leur vendre des concepts de collab avec des tour opérateurs, Desperate Housewives, etc. Et me regarder comme si j'étais complètement cinglée. Et me le disait, d'ailleurs. Et me le disait. Et donc, du coup, avec le recul, je me dis, ma chance, ça a été, de croire en mon projet. Et d'avoir une certaine naïveté quelque part, forcément, parce que voilà, toute jeune, etc. Et je me dis, bon, c'est pas grave, je vais y arriver. Et donc, du coup, de sans arrêt revenir à la charge, etc., etc. Donc, c'était un peu ardu parce que forcément, c'était compliqué de se greffer sur les rendez-vous avec les clients. C'était compliqué d'obtenir ne serait-ce qu'un peu de temps pour leur présenter les concepts et puis surtout qu'ils y adhèrent parce qu'il y avait vraiment, pour le coup, zéro conviction et plutôt le sentiment de jeter de l'argent par les fenêtres. Donc, c'était un peu, en y repensant, je me dis c'était quand même gravir une sacrée montagne. Mais voilà, on a pu quand même mettre en place des projets et j'ai eu la chance d'avoir quand même des managers qui ont vu la valeur ajoutée qui était créée, qui ont bien senti que malgré toute la persévérance et l'ambition qui était autour de ce projet, ils n'arriveraient peut-être pas à tout faire changer dans l'entreprise. Il y avait trop de chemin à parcourir et qui m'ont donc proposé un autre poste dans un univers, donc en l'occurrence chez Chiquita, donc qui était la maison mère, où il y avait une vraie culture du marketing, une vraie culture de la com. Et où j'ai pu effectivement ensuite m'éclater sur un autre projet. Mais finalement, voilà, j'en retire pas un traumatisme ou quoi que ce soit. Au contraire, je me dis, voilà, j'étais plutôt très optimiste et très naïve et peut-être que ça m'a sauvée dans cette histoire. Donc, ce que j'entends, Mais c'est que tu as fait face à complètement un choc culturel. Exactement. Aussi que finalement, on t'attendait pas réellement. Hein, et même tes pas collègues, en fait, n'avaient pas trop envie de toi. C'est tout à fait ça. Et malgré tout, j'ai entendu que tu n'as rien lâché, et grâce à ta naïveté et à cette énergie qu'on a quand on est jeune aussi, où je dis, c'est pas grave, je tente, je retente. Tu dis que tu as réussi quand même à mettre en place des petites choses, c'est ça ? Même des gros projets, parce que tu vois, on avait fait une super collab à l'époque, c'était la mode pour celles qui sont un peu plus âgées de Desperate Housewives. Donc voilà, on avait fait une super collab avec des pommes. Vous vous rappelez la fiche de Desperate Housewives, les pommes, on avait fait. Voilà, c'était du pain béni. Donc c'était chouette. C'était des trucs qui étaient hyper visibles, hyper motivants. Mais c'est vrai que on arrivait vraiment dans un écosystème qui était à des années-lumière de voir la valeur ajoutée d'une telle collab. Et là, ce que j'aime bien aussi dans ton histoire, c'est que finalement, tu as eu des sponsors de toi, qui se sont dit, bon, la petite bichette, on va pas non plus la laisser trop longtemps peut-être pas végéter, parce que tu végétais pas, parce que tu étais active, mais on va dire peut-être lutter, voilà, et perdre toute son énergie là où finalement elle n'est pas voulue, et peut-être qu'on va pouvoir utiliser toutes ses compétences ailleurs où elle va pouvoir grandir, quoi. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que dans ce type de situation, tu peux rapidement te décourager. Et c'est dommage pour les entreprises parce que tu gages des talents, tu gages de l'énergie et tu gages de la valeur ajoutée. Et du coup, tu dis bien, et tu t'es rendu compte que grâce à ta naïveté et cette énergie des premières années, mais qu'est-ce que tu as appris toi qui t'a servi après sur ton prochain poste d'avoir été confronté justement à cette culture, au fait que c'était un nouveau poste et du coup qu'en fait personne ne l'attendait. Ça t'a apporté quoi ? La persévérance, ça c'est sûr. Le fait de croire en ses idées aussi. Je pense qu'il faut se faire confiance. Et quand on a le sentiment de développer des concepts ou des campagnes qui ont une vraie valeur ajoutée, qui ont une vraie pertinence aussi par rapport aux besoins du marché, des consommateurs, des professionnels, etc., il faut pas lâcher. Et si on n'a pas les bonnes personnes en face, il faut se trouver un réseau d'alliés globalement interne ou même externe des fois, pour pouvoir les pousser. Et puis aussi se dire des fois, peut-être que c'est pas le bon moment et peut-être que je peux revenir à un autre moment. Voilà, on vient analyser ça. Mais pas lâcher, parce que quand on a une bonne idée, il ne faut pas la lâcher, surtout pas. Et comment tu sais que tu as une bonne idée ? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a un côté, en allemand on dit le Bauchgefühl, alors je ne sais pas comment on dirait ça en français, mais il y a un côté instinctif. Ton intuition, quoi. Voilà, il y a une intuition qui est forte.
Et évidemment, une bonne idée, ça repose avant tout en com et marketing sur des insights qui sont forts. Mm. Donc voilà, quand on a travaillé des insights, quand on a bien compris la cible, quand on a compris les enjeux du client, qu'on a effectivement une idée créative qui vient assez facilement et quand on en discute et qu'on fait de l'itération en équipe, mais aussi avec des partenaires externes, que tout le monde accroche finalement au concept, là on se dit on tient quelque chose. Après, c'est pas forcément abouti, et heureusement d'ailleurs, dès le démarrage. Ça mérite de vivre et d'être discuté, et d'être challengé, et d'être aussi co-construit avec les équipes et le client. Mais là, effectivement, on a une bonne idée. Ok. Ça, c'est sûr. Donc j'entends, c'est quand même, c'est pas de l'intuition. Je me suis réveillée un matin, c'est d'abord beaucoup de travail, d'aller regarder la data, Oui. ce que tu parles des insights, de vraiment se mettre dans les chaussures du client, etc., pour arriver vraiment à comprendre ses besoins. Et c'est après que là, on se dit, non mais là, je suis sûre que je tiens quelque chose, quoi. Exactement. Mais souvent, la bonne idée, elle peut arriver. Alors moi, je suis une fan des balades en vélo et de mon trajet en vélo le matin. Il y en a, c'est la Yes. douche, moi, c'est le vélo. Et d'ailleurs, j'arrive à l'agence le matin, je pense que j'épuise mes équipes parce que j'arrive avec 3000 nouvelles idées. En tout cas, moi c'est mon lieu créatif. Chacun a le sien. Et c'est vrai qu'on peut avoir une intuition en disant, ah, ça, c'est une super bonne idée. Après, si on vérifie les insights, les data, etc., et qu'on se rend compte qu'on est complètement à côté de la place, il faut accepter aussi que la bonne idée qu'on avait, finalement, n'en est pas une. Et puis passer à autre chose. Ok, mais j'aime bien aussi cette idée que tu as, si on a les bons insights, qu'on a vérifié quand même, sa bonne idée. Et puis, comme tu l'as dit aussi avant, parfois, c'est pas le bon moment. Et avoir finalement cette intelligence d'accepter que c'est pas le bon moment et de pas le prendre personnellement, finalement. Ouais. Et de se dire, bon, ben, je la mets de côté et peut-être qu'il y aura peut-être un moment où ce sera le bon moment et je reviendrai à la charge à ce moment-là. Mais voilà, donc finalement, j'aime bien parce qu'il y a un côté persévérant, mais il y a aussi quelque part un côté de lâcher prise au lieu de continuer à taper dans le mur, quoi. Non, mais ça, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui vient un peu avec la seniorité. Parce que c'est vrai que quand tu démarres et quand tu es passionné par ton job, ce qui a toujours été mon cas, Ouais. tu as toujours plein d'idées d'optimisation, etc., ou de nouveaux concepts. Et à un moment, il faut accepter, effectivement, que c'est peut-être pas le bon moment et que ça le sera peut-être plus tard. Et avoir aussi une approche assez réaliste de dire, voilà, est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on a la taille de l'équipe pour le faire, est-ce que le client est prêt à le faire aussi, voilà, bien analyser la maturité du client par rapport à des enjeux de com. On sait très bien que c'est pas, tout le monde n'a pas la même maturité. Donc voilà, il faut prendre un peu de recul parfois et accepter effectivement que ton idée, elle est très bien, mais que c'est pas maintenant, et que ça sera peut-être plus tard. Ouais, j'aime bien. Voilà, on gagne en sagesse en vieillissant, c'est les C'est ça, avantages, quoi. c'est bien des avantages. Voilà. Et donc là, justement, on va revenir pendant cet épisode, sur la prise de poste et comment réussir sa prise de poste. Toi, tu as occupé plusieurs postes, on a vu, tu as bougé même dans plusieurs pays. Et parmi toutes les prises de poste, est-ce que tu peux nous dire laquelle a été la plus challengeante pour toi et pourquoi? Une bonne question. Je pense que la dernière a certainement été la plus challenging. Après, elles sont toutes intéressantes et challenging, mais la dernière particulièrement. Donc, c'était 2021 et c'était une double prise de poste. Parce que j'ai pris à la fois le management de notre zone Europe, Middle East, Africa et en même temps la gestion de l'agence allemande, qui était une agence que je connaissais bien parce que j'y avais travaillé, et donc avec beaucoup d'historique. Et c'est vrai que c'était challenging. Alors, c'était challenging à plusieurs titres et de manière assez différente sur chaque partie du poste. Sur IMIA, c'était challenging parce qu'il y a une équipe en place qui est hyper expérimentée, hyper professionnelle. Et je faisais suite aussi à mon manager actuel qui avait occupé le rôle pendant 2 ans et qui avait fait énormément de choses pour restructurer. Donc, je me disais, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter comme valeur ajoutée? Donc, un peu un doute de En valeur. plus, oui, un doute de valeur, Ouais, voilà. ouais, Et puis vraiment, des gens à manager qui sont parfois plus âgés que moi, plus ouais, expérimentés, etc. ouais. Donc, il y avait un côté très challenging et très, très respectueux aussi, puis des gens très talentueux. Ouais. Et puis sur l'Allemagne, voilà, de revenir en fait dans une agence où j'avais été moi-même collaboratrice, de reprendre une situation qui n'était pas très simple, puisque l'agence n'était pas au top de sa forme, et voilà, donc il fallait restructurer, il fallait accompagner beaucoup et remettre beaucoup de structure.
Donc c'était un challenge assez important. Et puis avec le recul, je me dis, mais voilà, c'est un chemin qui a été parcouru et le challenge en valait largement la peine dans les Ouais. deux cas. Et alors là, on va à venir décortiquer le moment où finalement tu as accepté ce poste, donc à la fois de DG MIA et de gérer Allemagne. Toi, au moment, comment tu as abordé, si tu veux, ce qu'on va parler, on parle souvent des 90 premiers jours d'une prise de poste. Toi, quand tu as abordé cette prise de poste, tu avais quoi en tête? Tu t'es dit, là, comment j'aborde les choses pour m'assurer que ma prise de poste va être optimale, si tu te souviens. Ouais, si je me souviens, alors déjà j'ai eu beaucoup de chance sur la prise de poste IMIA. C'est-à-dire que mon manager qui occupait ce poste juste avant moi, finalement, en sous forme de mission, m'a préparé au fil de l'eau. C'est-à-dire? Donc, si tu veux, c'est-à-dire que la prise de poste, je vais te dire, était par exemple en avril, enfin les 3 mois précédents. On a eu une passation en fait en continu, où il a commencé à m'onboarder sur des sujets, à me faire participer à des réunions, etc. Donc Mm. finalement, ça s'est fait en douceur, en transition. Et j'ai eu le temps aussi, alors évidemment, de beaucoup échanger avec lui sur les enjeux, les challenges, etc. Et aussi de cadrer, parce que ça c'est très très important quand on prend un poste, c'est quelle est la feuille de route C'est ça. qui t'est fixée par l'entreprise. Mm. Et puis après, tu peux te fixer la tienne. Donc, il y a eu vraiment une période préparatoire qui était intéressante, qui a pas été faite comme ça sur la partie Allemagne, mais c'est pas grave. Et puis après, moi, j'avais un projet en tête et c'est pareil qu'une idée brillante de la campagne de com. Tu peux avoir une idée en tête, mais après, il faut vérifier que ça fonctionne. Mm. Et là, les insights, ils viennent effectivement de tes parties prenantes en interne. Mm. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'écoute et d'humilité qui est nécessaire, je trouve, quand tu prends un poste. C'est vraiment de bien comprendre voilà, les perceptions, les enjeux, les challenges, quels sont les retours aussi des managers, des parties Mm. prenantes, des collaborateurs, évidemment. Qu'est-ce qu'ils attendent aussi de toi Mm. pour que tu puisses finalement faire rentrer toutes les pièces dans le même puzzle et après revoir si ton idée de départ, bah, elle était juste ou est-ce qu'elle doit aussi être adaptée par rapport à une situation que tu découvres. Ouais. Et j'aime bien que tu parles des attentes, parce que quand on prend une prise de poste, il y a le fait comment tu vas pouvoir concilier les attentes à la fois de tes équipes, à la fois de tes supérieurs et à la fois de tes propres ambitions. Tiens. Comment toi, tu as justement géré ça? Mais on va dire le triangle, à la fois attente équipe, attente supérieure et ses propres attentes envers soi-même. Alors, à ton équipe, c'est vrai qu'il y a plein de choses et qui sont super intéressantes. Et il y a plein de choses qui ont été mises en place et on est vraiment dans une logique. Et c'est pour ça aussi que ça fait très longtemps que je suis dans ce groupe, dans une logique d'écoute et une logique aussi de management très bienveillant et dans une logique aussi intrapreneuriale qui est très forte. Donc, c'est vrai qu'on a des descriptions de postes, mais chacun peut vraiment contribuer. Et moi, c'est vraiment ma vision aussi du management de dire voilà, chacun contribue finalement à ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on sera demain. Donc, par rapport à ça, oui, les équipes sont exigeantes. Oui, on essaie de faire le maximum pour Et les donc accompagner, etc. Oui, concrètement toi, il y a 3 ans, oui. quand tu t'es retrouvé avec plein de nouvelles personnes sous toi, Mm. comment tu as géré? Est-ce que dans les 3 premiers mois, toi, quelle était ta priorité, on va dire, dans tes 3 premiers mois de prise de fonction? Alors, rencontre de tous les collaborateurs. Moi, j'ai rencontré vraiment tous les collaborateurs Mhm. en one-to-one. Vraiment entretien individuel. Et puis après, j'ai fait des entretiens aussi collectifs pour bien comprendre où ils en étaient, tu vois, dans leur job, etc. Et quelles étaient leurs attentes vis-à-vis de l'entreprise et vis-à-vis de moi, en Ok. l'occurrence. Et quelle était aussi leur vision sur l'entreprise, sur les points d'optimisation, sur les process, etc., etc. Donc ça a été vraiment le premier travail, que ce soit pour l'un ou l'autre des postes. Ok, c'est top. Et justement, d'avoir pris ces insights, de t'être nourri de tes collaborateurs et de leur vision, de leurs attentes, est-ce qu'il y a des choses que tu as entendues, auxquelles tu t'attendais pas du tout et que tu dis, heureusement que je suis allée écouter tout le monde parce que j'avais pas du tout cette perception. Alors, j'avoue, ça fait 3 ans, je ne me rappelle plus dans le détail, mais oui, très certainement, parce que moi, j'étais pas, si tu veux, j'étais pas mon rôle précédent était plus sur un rôle transversal, donc beaucoup Mm, moins dans l'opérationnel et dans le quotidien de mm, l'agence. Donc, ils avaient une approche qui était très pragmatique et opérationnelle mm, sur des choses qui peuvent être des irritants ou des obstacles, tu vois, sur la gestion du temps, mm, qui est le vecteur le mm. plus important en agence. Donc oui, forcément, il y a eu plein, plein d'inputs par rapport à ça sur la gestion de projet, sur les outils, sur le management, l'input, la créativité, oui, bien sûr.
et plein de très bonnes idées. Et c'est ça qui est chouette et c'est qui fait aussi toute la richesse en fait Mmh. de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement prendre au maximum ces idées. Après, tout n'est pas Mmh. possible non plus tout le temps, mais essayer de les valoriser et de les utiliser pour faire avancer l'entreprise. Ouais. Et tout à l'heure, quand on discutait justement ta prise de poste et justement la 1re chose un peu qui te remontait à l'esprit, on voyait qu'il y avait toute une question de valeur, de, «Ah ben, je vais avoir des personnes quand même super compétentes sous moi, un peu qu'est-ce que je vais leur apporter?» Donc, hem, comment tu as géré finalement la pression de prouver rapidement sa valeur? Parce qu'évidemment, quand on prend une prise de poste, on se dit: «J'ai le savoir-faire que je dois prouver, mais il y a aussi un savoir-être» et puis, on a tout ce côté, il faut que je prouve, OK, si on m'a donné ce poste-là, il faut que je leur montre qu'ils ne sont pas trompés, quoi. Donc cette pression-là, Mmh. est-ce que tu te souviens ou toujours même peut-être aujourd'hui encore, comment tu gères cette pression de se dire: «Comment je prouve rapidement ma valeur?» Moi, j'essaye vraiment, de co-construire. Donc je suis vraiment plus dans cette approche-là, que ce soit d'ailleurs avec, mes collaborateurs en Allemagne ou sur la zone EMEA. Mmh. Et de me dire, voilà, comment est-ce qu'ensemble on peut créer de la valeur ajoutée? Donc c'est vraiment donner un cadre, si tu veux, qui est très clair et voilà, qui est très clair sur des objectifs business et des objectifs aussi, plutôt d'expertise. Et puis de réfléchir ensemble à comment on va plus loin et de décloisonner aussi au maximum, les équipes, les agences et cetera, pour finalement créer de la valeur ensemble. Et Donc du ça, coup c'est vraiment mon ambition et tu phare, t'y tu vois? De prends dire, comment pour décloisonner? alors on essaye d'avoir une approche beaucoup plus transversalisée, beaucoup plus aussi, d'échanges de bonnes pratiques entre les agences. Parce que c'est vrai que finalement, on travaille tous dans le même écosystème, Mmh. on partage parfois les mêmes campagnes, les mêmes clients, et qu'on n'a pas forcément cette vision très transversale. Donc c'est voilà, c'est favoriser l'échange, créer aussi Et les alors conditions de l'échange. concrètement, si tu vois Mmh. les auditrices qui nous écoutent, qui se disent, «Ouais, ouais, je sais, mais quelle solution tu as testée et éprouvée?» Et justement après 3 ans et cetera, tu dis: «Ça, c'est la bonne manière de communiquer, par exemple, entre agences ou c'est la bonne manière de décloisonner, mes équipes pour que justement, les idées, soient plus productives entre nous», quoi. Ah, tu vois, on a commencé là, cette année, la mise en place d'une communauté pour tous nos experts PR, donc relations OK. publiques, Ouais. donc au sein de 7 pays et qui échangent ultra régulièrement sur, les pratiques dans leur pays. Parce qu'évidemment, on a une expertise commune, mais Mmh. les RP en Allemagne, c'est pas forcément les mêmes choses qu'à Tout Dubaï ou à fait. qu'en France. Donc voilà, il y a un échange de best practices, il y a, une réflexion commune sur des outils, une réflexion commune sur des offres. Il y a le fait de Mmh. se pitcher aussi des idées, de se dire: «Bah, tiens, je pense à ça, qu'est-ce que tu en penses?» Et Mmh. donc avoir un œil assez critique et constructif. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que c'est toute la valeur aussi du groupe. On est vraiment un groupe, international, présent partout dans le monde. Et le fait de se dire: «Bah, voilà, on est one team, à minima, sur une zone», je trouve ça super intéressant. Ouais, Donc ça, c'est un exemple concret. j'adore le Ouais, fait d'aller chercher le feedback en interne avant ouais, d'aller le présenter en externe auprès du client et de créer justement cette atmosphère de bienveillance où en fait on sait que là on y va, c'est pas que finalement il y a le droit à l'erreur puisque on a le droit exactement. d'aller tenter son storytelling et de le revoir et de le repitcher et comme ça sert à tout le monde pour gagner plus de marché. Ça, c'est Ouais. l'idée, c'est l'idée. Mm. Après, on est sur des équipes qui sont plutôt, de taille moyenne, Mhm. et avec des quotidiens qui sont bien remplis Mm. et c'est vrai qu'il faut réussir à dégager du temps par rapport à, des ambitions qui sont Mm. aussi, parfois locales, Mm. et c'est vrai qu'il faut savoir accepter aussi en tant que manager et tu vois, tu disais quelles sont les choses qu'il faut accepter. Faut savoir se dire, voilà, qu'est-ce qui est réaliste et qu'est-ce qui n'est pas. On a tous, je pense, des idées à la tonne et à la minute, mais des fois, il faut être un peu réaliste et se dire, voilà, ça demande trop de temps, ça demande trop d'énergie, on n'y arrivera pas. Donc, comment faire bouger petit à petit et créer aussi cet écosystème collectif. Et ce que j'aime bien aussi, ce que tu viens de dire, c'est que il y a aussi les ambitions personnelles. Mhm. Et tu dis qu'il faut prendre en compte que même quand tu essayes de créer là, une culture globale, on va dire, hein, interagence, tu prends en compte que voilà, ils ont peu de temps et qu'ils ont peut-être une ambition locale et c'est voir comment ton idée transversale va pouvoir nourrir l'ambition locale de la personne pour Exactement. qu'il soit partie prenante et engagée dans ton projet, quoi.
Exactement. Donc, Exactement. on en revient quand même beaucoup à bien connaître ces différents collaborateurs, même s'ils ne sont pas sous toi, mais Mm. si tu veux vraiment qu'ils fassent partie du projet, qu'ils deviennent un peu tes ambassadeurs et savoir, eux, quels sont leurs drivers, en fait. Ouais. Non, non, tout à fait. Et puis bien connaître aussi non seulement les collaborateurs et leurs attentes, parce qu'évidemment c'est la base, mais bien connaître aussi leur quotidien et leur quotidien opérationnel. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir tous la première des tonnes d'idées lumineuses Mm, pour faire avancer des choses, créer des nouveaux projets, mm, etc. Mais il y a un moment, il y a une réalité. Il y a une réalité de temps, il y a une réalité de bande passante. Et des fois, avoir des idées et proposer en fait de la nouveauté, ça peut être contre-productif par mm, rapport à effectivement ce temps qui n'est pas disponible. Et ça, il faut savoir l'accepter. Et c'est dur, surtout quand on est mm. créatif. Ouais, ouais. Et ne pas devenir le boss qui devient super chiant et qui éreinte Non, ses équipes. Effectivement, ça peut être c'est le ça, danger du boss créatif. Donc, bien se connaître exactement. aussi pour éviter Bien se d'épuiser connaître et pas ses... s'épuiser. Voilà. Et ne- puis, et puis pas épuiser ses équipes, ça c'est Voilà. sûr. Et pas s'épuiser soi-même non plus, parce que être manager, ça demande une grande énergie, parce il faut effectivement embarquer les équipes, faire bouger les lignes, etc., etc. Mais on est tous humains, Mm, globalement. Donc, chacun a ses moyens comment dire, d'entretenir cette énergie. Mais c'est vrai que si on n'arrête pas de lancer des projets qui n'aboutissent pas parce que les collaborateurs n'ont pas de temps, mm, bah, c'est assez négatif pour l'énergie et c'est un peu contre-productif à titre ouais, collectif et individuel. ouais, je suis tout à fait d'accord. Et alors, j'aimerais revenir, je ne sais pas si tu connais le bouquin The First 90 Days, les 90 premiers jours de Michael Watkins. Je l'avais lu il y a très longtemps, que j'avais pris une prise de poste aussi, à peu près le même âge où tu es allé chez Chiquita. Et j'avais retenu deux choses dans les erreurs communes. Et ça m'avait beaucoup parlé. La première, c'est que souvent, surtout avant qu'on ait gagné la maturité, on va avoir tendance, quand on va prendre un job, à se dire, bon, bah, je vais répliquer ma recette qui a fait mon succès dans mon précédent job pour m'assurer, parce que comme ça, je diminue mes risques d'échec, je vais justement augmenter mes risques de réussite. Et je me souviens bien, quand j'avais lu ce bouquin, pour moi, la plus grosse bêtise qu'on puisse faire, c'est de s'appuyer sur ce qu'a fait précédemment notre succès, au lieu de se dire, en fait, un peu, je pars d'une page blanche et je crois en moi que je vais développer les skills qu'il faut, mais surtout pas, finalement, d'arriver avec des œillères, parce que pour moi, c'est ça, c'est qu'on arrive avec des œillères et en fait, une nouvelle entreprise, ça n'a rien à voir. Un nouveau poste, finalement, c'est pas du tout les mêmes compétences qu'on attend. Est-ce que toi, t'es tombé dans cet écueil parfois, dans tes changements de poste, ou très rapidement, tu l'avais saisi intuitivement? Bah, pas forcément parce que mes changements de poste ont souvent été très différents. C'est sûr, avant de reprendre le management des agents, j'étais sur une fonction très transversale, donc avec beaucoup moins de management direct, mais plutôt du management fonctionnel, et voilà, de Mhm. l'animation de réseau, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et puis je pense que, enfin, tu l'as dit toi-même, mais ce qui est super important, c'est bien comprendre l'écosystème, bien comprendre les Mhm. attentes, et ils sont tous différents. On Mhm. travaille avec de l'humain. Donc, faut bien saisir aussi voilà, la communauté d'alliés avec qui on va pouvoir Mhm. travailler, ou qu'est-ce qui sera peut-être plus compliqué à motiver, à embarquer. Mhm. Donc, effectivement, il n'y a pas de recette qu'on puisse appliquer Et d'un donc, poste à l'autre. toi, Après, il y a des choses qui reviennent. Voilà, ouais, toi, c'est très sûr. rapidement, tu as très vite compris qu'il fallait aller construire les relations, aller comprendre la culture organisationnelle, on va dire, des brèmes, où tu t'es retrouvé avec cette, euh, cette équipe traditionnaliste masculine. Bah, disons que, avec le recul, ça m'a certainement aidé pour la Ouais. suite. Après, là, chez Obstret, c'est vrai que j'ai la chance, tu vois, de baigner dans ce groupe depuis plus de 13 ans Ouais. maintenant, même s'il y a eu énormément, énormément de transformations au fil des ans, et c'est ça qui fait aussi sa richesse et la raison Mm. pour laquelle aussi beaucoup d'entre nous sont là depuis longtemps. Euh, mais effectivement, il faut bien savoir dans quel univers on avance, Mm. c'est sûr. Et je pense que la deuxième erreur, enfin, je ne sais pas si tu en as une deuxième, mais l'erreur qui arrive aussi souvent, Mm. c'est de dire ce qu'a fait mon prédécesseur et nous, je démolis tout. Enfin, Mm. ça Ah bah faut, oui. enfin, je pense qu'il faut surtout pas faire ça. Mm. Oui, et ça peut être un écueil, effectivement. Et je pensais aussi à un autre écueil, mais de tout ce que j'entends, je vois que c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti. C'est que tu l'as d'ailleurs très bien fait dès ton premier emploi à Brême, où c'est finalement ton réseau qui t'a sorti de ce poste
où ça allait être très énergivore. Et on voit l'importance finalement du réseau. Et là-dessus, c'est aussi un des grands points dans le livre de Watkins, c'est de faire attention de ne pas utiliser les 90 premiers jours sur seulement la stratégie, de prouver en fait son savoir-faire, mais aussi d'aller créer des contacts, d'aller créer son réseau et de comprendre tout ce qui est la partie culture, quoi. Et je pense que ça, tu Mm. l'as déjà bien dit. Non, non, mais ça, c'est sûr, et j'ai envie de dire, ça ne s'arrête jamais. Mm. Ça ne s'arrête jamais, ça va bien au-delà des 90 jours. Et c'est aussi ce qui fait la richesse enfin, en tout cas, moi, de mon job, Mm. effectivement, de se dire, voilà, on a un réseau, on le cultive et on apprend tellement aussi de son réseau. Et on s'enrichit aussi tellement d'idées, de potentiel créativité. Et puis, enfin, c'est une valeur qui est très, très, très forte chez Hopscotch, mais de manière générale, moi, je la partage complètement. Moi, je crois énormément en le pouvoir du collectif. Mm. De se dire, voilà, on a des équipes, on a des managers, mais on a surtout des équipes fantastiques et faisons-leur confiance. Donnons-leur un cadre, faisons-leur confiance pour justement aller ensemble plus loin et amener l'entreprise plus loin. Voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui vont recruter pour ton entreprise avec ce type de discours. Mais- Anne-Sophie, well done. Non, mais c'est chouette. Non, mais alors, par Enfin, contre, tu vois. oui, oui, non, mais je suis vraiment contente d'entendre ça. En tout cas, parce que ça montre qu'il y a des entreprises, voilà, avec les mêmes cultures que ce que tu viens de nous partager. Mais je voudrais aller un peu plus loin sur ce côté création du réseau. Euh, Par essence, on a quand même plus tendance, tu vois, à aller copiner, à aller réseauter avec des personnes avec qui on a une affinité. C'est vrai. Euh, et du coup, à un moment donné, ça peut être un frein. Ça nous restreint sur avoir des avis différents, sur peut-être nous apporter des feedbacks qui seront peut-être plus difficiles à entendre à un moment donné, mais qui vont peut-être plus nous servir que les personnes avec qui on va boire un café plus facilement. Et pourtant, voilà, il faut qu'on dépasse cet inconfort d'aller vers des personnes où on a moins d'affinité. Est-ce que toi, tu es tombé un peu dans cet écueil dans tes débuts, de plus avoir d'affinité avec des personnes qui te ressemblent ou avec qui tu te sens bien, et puis maintenant tu te rends compte plutôt que à ça t'ajoutes des personnes qui à première vue, ben, c'est pas ceux avec qui tu vas aller passer tes week-ends, mais maintenant tu arrives à voir finalement tu vois vraiment leur valeur ajoutée et tu vois la valeur du feedback que tu peux obtenir de ces personnes. Je sais pas si je Oui. suis claire, tu vois. Non, non, c'est très clair. Non, non, mais c'est très clair, mais c'est vrai que là aussi, tu vois, il y a peut-être eu un petit chemin à parcourir parce que Mm. par nature, et forcément, c'est plus Ouais. facile d'aller boire des cafés avec des gens qui, a priori, partagent les mêmes intérêts que toi ou avec qui tu as des Mm. affinités. Mais c'est vrai qu'il est essentiel, en fait, d'élargir son réseau de manière assez naturelle, d'ailleurs, pour toutes les raisons que tu as évoquées et aussi surtout dans nos métiers, de ne pas être dans une bulle qui ne soit pas représentative des marchés sur lesquels on est, etc. etc. Et encore une fois, pour t'enrichir au sens connaissance et au sens idée. Donc Mm. voilà, moi j'avoue que le côté networking, alors je suis une grande bavarde dans la vie, et j'adore rencontrer des nouvelles personnes. Ça n'a pas toujours été très inné, tu vois, d'un point de Mm. vue professionnel. Ouais. Les jobs ont fait que, évidemment, aujourd'hui, c'est mon quotidien. Mais c'est un peu comme le sport. Il faut se poser un peu une discipline. Et alors, vas-y, partage-nous, parce que je pense que ça peut vraiment intéresser pour toutes celles qui nous écoutent, qui vont se dire, ah oui, mais moi, j'ai l'impression, oula, me forcer à aller tout d'un coup copiner, ça paraît pas naturel, c'est contre-instinctif. Enfin, j'ai entendu beaucoup autour de moi, quand même, le réseautage, c'est un peu... et d'ailleurs, je fais des posts là-dessus, c'est se vendre, c'est superficiel, c'est pas vrai. Hein. Donc, partage-nous comment tu es passé du non inné à aujourd'hui, c'est instinctif. J'ai envie de dire, ça dépend un peu de l'environnement dans lequel on se situe. Mhm. Sur l'univers food and drinks, par exemple, pour moi, c'est plutôt instinctif maintenant parce que je suis habituée, voilà, à rencontrer des clients, des partenaires, etc. Et on va tout de suite avoir des thématiques communes de par notre expertise sectorielle, la communication, Mhm. etc. Donc ça va être plus facile. Là où je m'impose un peu une discipline, j'avoue, mais qui est très enrichissante avec le recul, je me dis que c'est bien de le faire. C'est à minima une fois par mois, souvent je le sais 2 fois par mois, d'aller sur des events de network qui n'ont rien à voir
avec mon univers de prédilection. Donc, tu Mhm. vois, j'ai fait il n'y a pas longtemps la tech, les female founders, par exemple, sur tout ce qui est start-up. Voilà. Ouais. Donc, je me retrouvais là-dedans. Tout le monde me demandait si j'étais founder. Je disais, moi, je suis pas du tout founder. Mais je trouvais ça absolument passionnant. Et Ouais. du coup, par rapport à ta question, comment est-ce qu'on crée du lien sans avoir l'impression de se vendre? Ouais. Bah, c'est un peu comme lors d'une prise de pause, je pense qu'il faut être très à l'écoute et très curieux Mhm. et engager une conversation ultra naturelle parce que les gens qui en l'occurrence participent à ce genre d'événement, mais ils ont envie de vous raconter ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, etc. Et en fait, au fil de la conversation, comme lors d'une conversation entre amis, vous allez rebondir et puis vous allez Mhm. peut-être trouver un terrain commun où vous allez dire, bah, tiens, ça serait intéressant de faire un truc ensemble. Et puis peut-être pas, mais dans tous les cas, vous aurez appris des trucs. Ouais. Donc, c'était un peu ma bonne résolution 2024 que je vais continuer en 2025. Ok, super. Bon, en tout cas, ça prouve que tu es quand même quelqu'un qui va toujours vers l'extérieur pour s'enrichir des idées des autres, de la nouveauté, pour rester créative, j'ai l'impression. Et je pense que le tips qu'on peut ressortir, c'est l'ouverture, dans le sens aussi, juste poser des questions à l'autre pour mieux le connaître. Et donc, quelque part, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, tu ne te dis pas, tiens, l'autre, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Parce que ça peut être ça un peu la peur derrière. Ça peut être ça. Mais c'est plutôt, en fait, l'intention, tiens, je vais aller connaître l'autre. Ce qui est plus du tout qu'est-ce qu'on pense de moi, mais plutôt, tiens, qu'est-ce que je vais aller découvrir, qui change complètement la perspective. Exactement. Exactement. Et puis toujours se dire, parce qu'effectivement, il peut y avoir un peu cette peur de l'autre et de l'inconnu, et c'est tout à fait naturel. Mais finalement, enfin, qu'est-ce qu'on a à perdre? Voilà, on revient Pas à grand-chose. cette Au chanson. pire, au pire, on aura un cocktail, tu vois, C'est ça. Au pire, on a bu dans le gratuit, pire quoi. des cas. Voilà, au pire, on a vu gratuit. Donc voilà, relativisons. Ouais. Non, mais je Qu'est-ce... pense que c'est une bonne gymnastique. C'est une bonne gymnastique et je trouve que Ouais. c'est très enrichissant et encore plus enrichissant. C'est toujours enrichissant de rencontrer des gens et de toute manière, mais je trouve que c'est encore plus enrichissant d'ouvrir à d'autres secteurs. Parce que des fois, c'est vrai qu'on est un petit peu dans une bulle. Mm, Alors, l'industrie agroalimentaire, tu connais très bien. mm, Voilà. Il y a plein de sujets super passionnants, etc. Mais de se dire, bah, tiens, ça veut dire quoi, Women in Tech? Ça veut dire qu'il y a plein de sujets sur l'IA, évidemment, en mm. ce moment, etc. Mais Ouais. ça veut dire quoi pour moi? Et c'est assez fascinant, en fait, d'ouvrir ce champ des possibles et de créer des ponts qui, à Non, mais... l'origine, ne te semblaient pas très naturels. Non, mais je pense que c'est une bonne inspiration que tu nous offres là, de 1 à 2 fois par mois, d'aller complètement dans un réseau networking qui n'a rien à voir avec son expertise, pour justement venir s'enrichir et d'apprendre et d'être confronté aussi à des profils de personnes qui vont être très différentes de celles qu'on côtoie tous les jours. Tout à fait. Ouais. Et donc avant qu'on termine, Anne-Sophie, j'aimerais savoir, est-ce que tu aurais un conseil final que tu pourrais donner à une jeune femme ambitieuse, voilà, qui aspire à monter les échelons et à prendre des rôles de leadership tout en restant fidèle à elle-même et à ses valeurs? Ah, ah. J'en ai un double. Ok, J'en ai un vas-y, double. Je pense que sois généreux. se faire confiance, je pense que c'est essentiel. Il y a tellement Mm. d'injonctions aujourd'hui sur les modèles de management, de leadership. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Chacun a son style et c'est très bien comme ça. Il y a plein de méthodes évidemment qu'on peut utiliser, réutiliser, adapter à sa sauce. Mais ce qui est important, c'est d'être vrai, de croire en ce qu'on fait et d'être authentique. Je pense que comme ça, on Mm. peut embarquer beaucoup de monde déjà. Mm. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi de faire confiance. C'est que personne n'est arrivé, est jamais arrivé à tout faire tout seul. Et je pense qu'en donnant de l'autonomie aux équipes, et enfin à toutes les parties prenantes d'ailleurs, Mhm. ça permet vraiment de faire avancer les idées et tout en se faisant aussi avancer soi. Parce qu'on est souvent bluffé. Enfin, moi, je dis, ça m'arrive très très régulièrement d'être bluffé des idées des équipes et de l'envie et de l'énergie. Et c'est très chouette. Et ça donne, je trouve, comme on disait tout à l'heure, ça demande beaucoup d'énergie en fait Mm. de prendre un rôle de management et de leadership. Et cette énergie, elle peut revenir puissance 1000 quand elle revient des équipes. Et c'est toujours des moments super Mm. chouettes. Voilà. Et Donc la là, confiance. alors peut-être que tu vois, moi je suis la jeune fille de 20 ans, tu me dis, mais ouais, fais-toi confiance, fais confiance aux équipes et tout, sachant que voilà, cette personne n'a pas encore eu 20 ans de carrière. Cette confiance que tu as construite, qu'aujourd'hui que tu as, on voit bien que c'est une certitude. Si tu veux, aujourd'hui quand on t'entend, on voit bien que tu as la certitude à la fois que tes équipes, ben, elles ont plein de choses à apporter, elles ont énormément de valeur et donc justement, elles vont pouvoir te permettre de te bluffer. À la fois, on sent qu'il y a la certitude que j'ai mon style
et je suis prête à entendre ce qui ne va pas et à changer, et en même temps je sais aussi ce que j'apporte. Donc cette certitude, évidemment, elle s'est construite. Enfin, comment aussi tu vas pouvoir expliquer à la Anne-Sophie, quand elle avait 22-23 ans, qu'elle est sortie d'école de commerce, ta certitude à cette époque-là a été où et comment tu l'as construite? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, Moi, enfin, je pense qu'on en revient à Don't Stop Believing, hein. Toujours. Tu vois, finalement. Moi, je pense que ce qui m'a beaucoup accompagnée et qui a contribué définitivement, tu vois, au côté confiance en soi, c'est ce côté optimiste, clairement. Moi, je me suis toujours dit, ça passera, tu vois. Dans ma famille, on est deux clans. Il y a le clan ça passera, puis il y a le clan ça passera jamais. Moi, je fais partie du clan ça passera. Et alors, Et dans 85% des cas, je mm, dirais que ça passe. mm, Et ça aide énormément, forcément, à se construire et à avancer mm, et aussi à se dire, bah, là, si ça passe pas, qu'est-ce qui va se passer? mm. Est-ce qu'il va y avoir un drame colossal ou est-ce que, au contraire, on pourra se relever et puis soit faire autre chose, soit avancer différemment, etc. Donc, je pense que c'est ce qui m'a vraiment accompagnée tout au long. Et puis après, je pense que tout le monde sait, même si, et je pense que c'est encore plus marquant pour les plus jeunes d'entre nous, c'est vrai qu'il y a un manque de certitude sur voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça. Déjà personne n'est obligé de faire le même job toute sa vie, heureusement d'ailleurs, Mhm. ni même de rester dans le même univers, et c'est ça qui est très très riche. Et puis je pense qu'il faut aussi accepter de se laisser un peu porter et de construire sa carrière au fil des opportunités et des rencontres, parce que finalement c'est grâce à ça qu'on construit aussi notre carrière. Et puis de se dire voilà, qu'est-ce qui me fait vraiment envie et qu'est-ce qui est bon pour moi. Et c'est pour ça que je dis se faire confiance, parce qu'on sait quand quelque chose est bon pour soi et nous motive et nous donne l'énergie de nous lever le matin et nous fait avancer. En revanche, on sait aussi quand c'est pas le cas. Et dans ce cas-là, on peut, on peut changer de cap. Du coup, ce que j'entends, ce qui t'a permis quand même de garder ce fil rouge et de développer cette confiance, c'est finalement d'écouter ton cœur et d'avoir le courage de réorienter de temps en temps ta carrière si tu sens que c'est pas le bon endroit, qui est pas aligné avec ton Oui, cœur. C'est ça? non, non, c'est ça. Ouais. Et puis aussi d'avoir des personnes autour de moi, que ce soit d'ailleurs à titre privé ou à titre professionnel, qui ont toujours été force de conseils, de bienveillance et au bon moment. Et c'est pour ça Mm. qu'on en revient aussi, tu vois, à l'importance du relationnel et Ouais. du réseau Pour apporter le support, le soutien quand on est pour en avoir le période de support, doute. exactement. Mm. Voilà. Ouais. Et ça ne veut pas dire fais ci ou fais ça. Ça veut juste dire soyons à l'écoute et donnons les impulsions au bon endroit. Mm. Et peut-être, est-ce que tu as transformé des peurs, tu vois, que tu avais, tu sais, la peur d'être jugé, la peur d'être, tu sais, souvent quand on est nouveau manager, il y a des croyances du type, pour être un bon manager, faut savoir tout faire. Bon, clairement, tu l'as plus, hein. Au tout début de ta carrière, tu avais peut-être la croyance de, ah bah tiens, ça ira plus vite si je le fais moi, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, c'était pas forcément ça, mais je crois que ce qui était un peu limitant au début, alors, je sais pas si c'était une peur, mais Mm, oui, si, j'ai eu une peur. Un peu l'envie de tout maîtriser, tu vois, de vouloir être un peu mm, partout. mm. Et ça se Euh, traduisait comment pour qu'on comprenne? Tu vois, de vouloir être impliqué sur tous les projets, de vouloir tout savoir. Mm, Je pense que j'ai dû épuiser mon manager. Mais oui, c'était vraiment cette envie, tu vois, de toucher à tout, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup mm, d'envie, beaucoup d'idées, etc. Et au bout d'un moment, il faut accepter en fait que, un, on peut pas tout maîtriser. Et puis deux, c'est pas une bonne idée d'être partout, parce que quand on est partout, on est nulle mm. part. Et juste pour revenir, Ouais. justement, ce qui drivait justement ton comportement, euh, cette idée que tu sentais le besoin, que tu voulais être un peu partout pour tout maîtriser, c'était pour remplir finalement quel besoin? Ça venait te rassurer sur quoi? Sur le fait d'avancer et de faire avancer les choses, tu vois, d'être un moteur de changement ou tu vois, Mm, de pouvoir contribuer à des idées que j'apportais ou que j'avais co-apporté, tu vois, de dire, ah, bah, du coup, je reste impliqué sur les projets, etc. Et je pense que quand tu deviens manager d'entreprise, il faut que tu lâches prise parce que globalement, si tu veux être partout, tu n'y arriveras jamais.
Et effectivement, ça aussi, ça peut être une peur quand tu reprends une business unit ou une entreprise de te dire, il faut que je maîtrise tout de A à Z parce que je suis responsable. Voilà, voilà, il peut se passer aussi des choses qui peuvent te nuire à titre personnel, etc., etc. Donc, il faut que je maîtrise tout. Mais en fait, tu peux pas faire ça. C'est impossible. Donc, tu as un lâcher-prise qui est important et tu dois avoir vraiment cette habilité à avoir une vision très top-line de ce qui se passe un peu à l'instant T dans ton entreprise, tout en déléguant et en faisant énormément confiance aux équipes. Et en t'appuyant aussi sur une équipe de managers qui est capable de coacher, d'accompagner, de faire grandir les équipes. Ouais. Et pour réussir à lâcher, parce qu'on voit bien qu'à la base, tu étais dans la maîtrise et qu'à un moment donné, tu as lâché, tu as travaillé sur toi, ou c'est à travers justement différents, on va dire, expériences, où à un moment donné, tu t'es dit non mais là, de toute façon, ou c'est un collaborateur qui t'a dit non mais là, lâche-nous Anne-Sophie, là, on sait ce qu'on fait. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que tu as travaillé avec un psy, un coach pour gagner ce lâcher-prise? Alors, j'ai pas eu de feedback de collaborateur, mais j'ai eu un feedback de mon manager et qui était juste, même si à l'époque, je pense que je l'ai pas forcément bien vécu, forcément. Non. Ouais. Mais il avait raison avec le recul, il avait raison. Et je pense que effectivement, quand tu montes en Qu'est-ce qu'il t'a seniorité, dit exactement pour comme ça, peut-être que d'autres personnes se que, que, reconnaîtront. voilà, qu'on pouvait pas être partout tout le temps, et c'est vrai, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Donc je pense qu'il y a eu ça effectivement et que c'est comme des bonnes choses, ça a maturé. Et C'est puis une au bout graine d'un qu'il a moment, plantée. c'est voilà, Voilà. petite épiphanie. Et blague à part, non, je pense qu'effectivement, tu observes aussi forcément d'autres collègues qui sont managers, qui sont dans les mêmes fonctions que toi, et tu t'inspires évidemment de leur style de management, et puis tu lis beaucoup aussi. Et puis la seniorité, je pense qu'au bout d'un moment, tu te dis effectivement, ah oui, ça fonctionne très bien, et ça me suffit finalement d'avoir le résumé top line de cette réunion. J'ai pas besoin d'y être. Et j'avais eu aussi un coaching sur d'autres sujets, en plus sur les sujets managers, mais qui m'avait donné un conseil super intéressant. Il me disait chaque semaine, en fait, tu supprimes 3 réunions de ton calendrier. Déjà, ça a un effet bénéfique incroyable. Ouais. Mais blague à part, du coup, tu te poses vraiment la question sur quelle réunion tu apportes de la valeur ajoutée. Yes. Et je trouve que c'est un très bon exercice. Bon, bah là, on termine bien sur les derniers écueils en tant que manager. Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour ton honnêteté, Merci, la Cécile. richesse de tes partages. Et donc, on ira tous écouter la chanson, voilà, dès que vous avez un coup de mou, pour rester Nous sommes très bien en optimiste. karaoké aussi, n'hésitez pas. Voilà. Et on continuera à manger des bons fruits, des fromages, du vin, des bons producteurs. Voilà. Et on a hâte de voir les prochaines campagnes qui seront lancées. En tout cas, merci beaucoup. Et je suis certaine que ton expérience, elle va résonner aussi avec beaucoup de femmes qui nous écoutent. Merci à toi, Anne-Sophie. Merci beaucoup, Cécile. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Together Women Rise. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager avec vos amis. Votre avis compte pour moi. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos idées de sujets ou de futurs invités. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, plutôt que de rivaliser, soutenez les femmes autour de vous.